Bonjour à tous. Donc je vais débuter la séquence qui va être consacrée donc à l'économie et entre autres à l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie et sur notre agriculture en France et plus généralement en Saône-et-Loire. Donc je vais débuter cette session en vous présentant, en faisant un petit tour d'horizon de la conjoncture, comme donc l'a dit Bernard Lacour, la conjoncture sur l'agriculture de Saône-et-Loire. Alors, comme d'habitude, j'ai un temps quand même assez réduit, donc je ne parlerai que de grandes cultures, de viticulture, de bovin-viande, d'ovin-viande, de bovin-lait. Voilà. Donc, si besoin, certains pourront compléter après ma présentation. Donc, on laissera un petit moment pour ceux qui souhaitent s'exprimer sur la conjoncture. Alors, la conjoncture cette année, en résumé. Donc, Franck, tu peux passer la... Donc, en résumé, la conjoncture 2022... Alors, je ne vous apprendrai rien, hein, c'était quand même des conditions climatiques difficiles, avec des épisodes de grêle et la sécheresse. De façon générale, on a des cours qui sont plutôt élevés et qui sont soutenus par une offre réduite dans la plupart des productions. Et à côté de ça, on a, comme vous le savez, l'explosion du coût des matières premières. Voilà, donc je crois que ça résume un peu la conjoncture générale. Alors après, si on prend... les productions une par une. Pour ce qui concerne les grandes cultures, on peut dire que malgré tout, c'est plutôt une bonne année en dépit des aléas climatiques. Alors c'est sûr, la campagne 2022 a été marquée par la sécheresse, une fois de plus. On a eu notamment une année chaude avec une sécheresse en début de printemps, en juillet. Malgré tout, pour ce qui concerne la Saône-et-Loire, on a eu des pluies la dernière décade de juin qui a un peu sauvé les cultures de printemps puisque ça a assuré le remplissage de la réserve hydrique. Donc on va le voir sur la carte ensuite. Ça n'a pas été forcément le cas pour d'autres régions en France. Et donc au final, on a quand même des rendements alors en culture d'hiver qui sont... plutôt bons quand même, puisqu'ils sont supérieurs aux moyennes quinquennales, on va le voir. Alors malgré tout, il faut noter quand même qu'il y a effectivement une hétérogénéité dans les rendements entre les cultures qui étaient sur sol profond et celles qui étaient sur sol plus superficiel. Donc par exemple, dans le Clunisois, on a des rendements qui sont inférieurs au Val-de-Saône. Pour ce qui concerne les cultures de printemps, on a des rendements qui sont plutôt dans la moyenne. Et je cite pour mémoire qu'on a eu quand même 200 hectares de grandes cultures grêlées dans le secteur de Paray-le-Monial. Fin juin. Donc là, c'est la carte dont je vous parlais. On voit bien, ça c'est la carte des pluies au mois de juin. On voit bien que la Saône-et-Loire a quand même été plutôt gagnante parce que le nord, l'ouest et le sud n'ont pas reçu ces pluies fin juin. Ce qui fait qu'au final, les cultures de printemps ont des résultats meilleurs que ce qu'on pouvait craindre. Alors, les rendements rapidement. Alors là, c'est un tableau qui présente les rendements estimés par Agreste au 1er août 2022. Donc on voit bien que pour les cultures d'hiver, regardez le blé, on est plutôt dans la moyenne, voire légèrement au-dessus. Pour ce qui est les cultures de printemps, j'ai mis un petit astérix et j'ai mis en rouge les rendements qui sont affichés parce que c'était des estimations Agreste au 1er août. Probablement, on sera un petit peu en dessous. En maïs, on sera plutôt autour de 75, selon Antoine Villard, de la Chambre d'agriculture. Et puis, pour le soja, on sera plutôt autour de 20, a priori. Et puis, 24-25 pour le tournesol. Mais je pense que Yann Joly, qui interviendra après moi, pourra largement compléter ces éléments. Ensuite, la diapo suivante, c'est les cours. Donc là, vous avez les cours pour le blé et l'orge. Donc on voit bien que depuis un an, les prix ont fortement augmenté, même si ces dernières semaines, ils ont tendance un peu à redescendre. Donc en gros, ce qu'on peut dire au vu de ces cours et au vu des rendements, c'est qu'on a quand même les résultats des exploitations de grandes cultures en 2022 qui devraient être plutôt bons, parce que finalement... c'est sûr qu'on a une forte augmentation des charges, mais il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui avaient anticipé et qui avaient fait leurs achats avant la campagne, le début de la campagne. Donc au final, ça devrait être plutôt des bons résultats et
la question de l'explosion du prix des matières premières va se poser pour la campagne 2023, ainsi que la question de la disponibilité des engrais. Voilà, mais je pense que Yann Joly, directeur général délégué de la COP Bourgogne du Sud, reviendra là-dessus largement après. Donc je passe à la viticulture. Alors, viticulture, c'est pareil. 2022, c'est, on va dire, plutôt une bonne année. Hein. Moi, j'ai mis carton plein. Alors, bien sûr, on va dire qu'on a quand même tous les voyants au vert pour la viticulture, au moins déjà sur la récolte, puisqu'on a quand même eu une récolte pleine et puis et de qualité. Là, on est... Franck, tu es une diapo en avance, s'il te plaît. Non? Ou alors il en manque une? Il en manque une. Bon, c'est pas, ouais, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, la récolte 2022, les vendanges, on avait plutôt un bon état sanitaire général, avec quelques secteurs touchés par l'oïdium, mais globalement, on avait plutôt un bon état sanitaire. C'est le bon côté de la sécheresse. Cette année, en Saône-et-Loire, on a été épargné par le gel. On a eu quand même relativement peu d'hectares touchés par la grêle, 500 hectares, mais ça a rapporté aux presque 14 000 hectares de vignes qu'on a dans le département. Et puis finalement, on a eu un peu de pluie tous les 15 jours, 3 semaines, juste suffisamment pour permettre aux vignes de résister à la canicule. Alors, on a eu aussi des inquiétudes quand même au mois d'août sur la maturation, parce que début août, la maturation des raisins était bloquée. Et finalement, là aussi, on a eu plutôt de la chance parce que 19-20 août, il y a eu des pluies qui ont débloqué la maturation. Et du coup, ça a à nouveau accéléré les vendanges. Alors, ce que je peux dire, c'est que globalement, on est plutôt sur une bonne situation au niveau de la vendange. Alors, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est en gros l'ascenseur émotionnel qu'ont pu vivre les viticulteurs tout au long de cette campagne, où ils ont dû arriver les craintes d'orage de grêle régulièrement, et puis l'impact de la canicule. Donc c'est avec ce blocage de la maturation. Donc, bon, ça c'est bien fini, mais c'est vrai qu'on pouvait craindre que ça se passe moins bien. Ensuite, on reste sur l'autre diapo du coup. Le marché dans une bulle. Au niveau du marché pour la viticulture, on va dire que, rappelez-vous, l'année dernière, on avait une récolte qui avait été historiquement faible. Donc du coup, on a apuré les stocks. Il y a eu une flambée des cours. On va voir la diapo des cours après. Et puis derrière, on a la pleine récolte 2022. Alors, je dis pleine récolte 2022, là aussi c'est pareil. Il y a quelques hétérogénéités quand même sur les parcelles, toujours pareil. Les parcelles qui sont sur des sols profonds, elles ont eu des très bons rendements. Et puis celles qui étaient sur des sols plus secs, plus légers, ça a été un peu décevant par rapport à ce qu'on attendait au mois de juin. Mais bon, grosso modo, pleine récolte, donc avec un potentiel qualitatif intéressant. Donc on reconstitue les stocks. Donc, en fait, après la très petite récolte de 2021, on va dire que cette pleine récolte 2022 devrait permettre d'occuper les marchés. En termes de cours, on a un retour à des niveaux de cours plus normaux après la flambée des cours suite à la petite récolte. Malgré tout, cette bulle, elle pourrait éclater, puisqu'on se rend compte que depuis le début de l'année 2022, on a quand même les vins de Bourgogne, alors ça c'est les chiffres du BIVB, qui sont pénalisés sur le marché de la grande distribution, avec un recul en volume et en valeur. À l'exportation, à l'export, c'est pareil, on a un ralentissement des exportations, principalement en volume, parce qu'en valeur, on voit que sur les 6 premiers mois de 2022, ça continue de progresser. En fait, là, l'export, on a des marchés multiples, avec la Grande-Bretagne qui ralentit ses achats. Mais par contre, pour le moment, les États-Unis, l'Asie sont toujours présents aux achats. Et on voit que par rapport à 2019, qui est la dernière année avant la crise du Covid, on a quand même plus 13% en volume sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Donc, mais évidemment, la profession a des inquiétudes pour les mois à venir. Cette belle trajectoire, elle pourrait être bousculée parce qu'on arrive dans une période quand même nettement moins favorable pour les achats plaisir. La période d'euphorie post-Covid, elle est terminée. Donc, en gros, il y a une certaine inertie sur le marché et il faut voir dans les prochains mois comment va évoluer le marché. Enfin, bon, pour le moment, on est quand même dans une belle conjoncture. Ensuite, la diapo suivante, ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, en viticulture, comme dans les autres productions, c'est le changement climatique qui reste la préoccupation numéro 1.
Parce que je pense que les viticulteurs de Saône-et-Loire, ils ont bien vu cette année que c'était vraiment sur le fil. Ils ont eu de la chance finalement, tout a bien tourné, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est vite fait d'avoir un coup de gel parce que les vignes maintenant elles débourrent plus précocement. Les vendanges, il y a peut-être 10-15 ans, c'était fin août, c'était fin septembre, début octobre. Maintenant c'est fin août, c'est plus délicat à gérer parce que le raisin peut évoluer très rapidement avec les chaleurs. Voilà, donc en conclusion, il faut absolument continuer à s'adapter pour pouvoir être résilient face au changement climatique. Et l'adaptation, elle est déjà en marche, évidemment. Et je finis sur les courbes pour la vitie. Du coup, et voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit bien depuis août 2021, il y a eu une très forte augmentation des cours. Donc là, en vert, vous avez le Beaujolais aussi, qui a vu ses cours augmenter. Et puis, donc, sinon, les vins de Bourgogne. Et on voit que, bon, dernièrement, ça s'est un peu tassé, parce que les cours étaient montés très haut. Mais enfin, on reste sur des niveaux de cours assez élevés. Et l'objectif, c'est de rester dans ces niveaux de prix pour la profession. Donc, je passe au bovin viande. Donc, ce que je vais dire, c'est que le bovin viande, on va dire quelque part que le bon niveau actuel des cours, il donne quand même le moral aux éleveurs. Parce que certes, diapo suivante, on est en sécheresse, enfin voilà, on a eu des zones qui ont été plus touchées par la sécheresse, hein, notamment le Clunisois et l'est du département. Relativement, on va dire, côté Brionnais et côté un petit peu le Charolais, la sécheresse est un peu moins sévère. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on commence à, enfin j'allais dire être habitué, mais on a eu les sécheresses 2018, 2019, 2020. Et donc, les éleveurs, ils ont quand même commencé à mettre en place des adaptations. Et ceux qui sont mis en place des adaptations, aujourd'hui, ça paye, puisqu'ils ont fait des récoltes précoces d'ensilage d'herbe. Et puis aussi, ce qui aide par rapport à cette sécheresse, c'est les stocks de l'année 2021 quand même. Rappelez-vous, 2021, ça a été, même si les récoltes n'étaient pas toujours de bonne qualité, il y a eu énormément de volume. Donc les éleveurs peuvent faire face à la sécheresse cette année grâce à une partie des stocks de l'an dernier. Par contre, c'est sûr que les éleveurs qui n'ont pas encore commencé à s'adapter, qui sont en système traditionnel tout foin, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis le point, je pense que peut-être qu'on en reparlera, mais le point qui est noir, c'est l'abreuvement des animaux. On a encore vu cette année que les éleveurs ont été obligés d'apporter de l'eau au pré aux animaux et que finalement le système classique ne fonctionne plus. Et donc il y a des réflexions qui peuvent d'ailleurs être accompagnées par les techniciens de la Chambre sur le stockage de l'eau, le forage, des questions de logistique aussi pour faciliter la distribution d'eau aux champs. Voilà, donc ensuite je vous ai mis la petite diapo, donc la carte donc, est fournie par les services de la DRAF. Donc c'est la carte de la pousse de prairie selon l'indicateur de rendement des prairies permanentes ISOP. Donc voilà, donc vous voyez la Saône-et-Loire en bas à gauche. Donc on voit bien que le Charolais, enfin l'ouest du département est un petit peu moins touché par la sécheresse avec un déficit de pousses entre 25 et 10%. Par contre, pour le reste du département, on est au-delà de 25%. Et en moyenne, sur le département de Saône-et-Loire, on a un déficit de pousses des prairies permanentes de 31%. Donc en fait, c'est comme au niveau national d'ailleurs. Voilà, par rapport à une référence moyenne en 89-2018. Ensuite, je parle un petit peu de la grêle quand même, parce que je pense que pour les gens du secteur Paray, Digoin, Champlessis, ça a été un moment quand même difficile. Donc les épisodes de grêle 21 et 26 juin. Donc là, on a, alors les récoltes anéanties, c'est les 200 hectares dont j'ai parlé plus tôt, mais on a surtout aussi une cinquantaine d'exploitations dont les bâtiments ils ont été endommagés lourdement ou carrément détruits. Et la plupart de ces bâtiments ne seront pas réparés avant l'hiver parce que, en fait, c'est sûr, les bâtiments agricoles ont été endommagés, mais il y a eu également les maisons d'habitation qui ont été endommagées. Il y a aussi des épisodes de grêle importants dans la Loire, dans l'Allier. Et en gros, les charpentiers, ils sont tous réquisitionnés pour les toits des habitations.
Donc, il y a peu de chances que les bâtiments agricoles soient réparés d'ici l'hiver. Et donc, il va falloir que les agriculteurs trouvent des solutions avec des réparations un peu du rafistolage. Ça peut être la décapitalisation, donc se séparer d'une partie du cheptel qu'on ne peut plus loger comme il faut. Ça peut être aussi une décision de faire des aménagements plein air ou de mettre les bêtes en pension. Et cet épisode, c'est important parce que ça met clairement en évidence aussi les problématiques d'assurance, parce qu'on avait des agriculteurs qui étaient très bien assurés et qui, dans 2 ans, auront des bâtiments neufs, modernes, complètement fonctionnels, et puis ceux qui avaient sûrement essayé de peut-être négocier un peu trop bas le prix de l'assurance et qui finalement se trouvent très mal assurés. Voilà, et donc on a des écarts qui vont encore se creuser entre les éleveurs. Voilà, et donc... diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, le moral des éleveurs allaitants n'est pas mauvais malgré la sécheresse et malgré aussi les charges qui explosent, parce que comme en grande culture, on a quand même la hausse des cours, elle est intervenue depuis plus d'1 an maintenant. Donc ça a permis quand même de renflouer les trésoreries parce qu'elle a précédé la hausse des charges. Donc comme en grande culture, on sent que le problème va devenir va monter en puissance de plus en plus. Et donc, on est toujours sur le principe de l'autonomie alimentaire qui reste une priorité absolue. Donc, je vous montre rapidement les courbes. Donc, en gros, c'est ce que j'ai dit en intro, c'est qu'on a quand même une offre réduite qui soutient les cours. Et puis, il y a aussi sûrement un effet de la décapitalisation qui commence à se faire sentir. Donc là, c'est les cotations des vaches pour les vaches, pour le gras. Donc on voit quand même que déjà 2021, on avait une hausse des cours, mais 2022, voilà. Ensuite, on a la même courbe quasiment pour les jeunes bovins. Et puis, le cours des broutards, c'est pareil, ça suit à peu près les courbes de la viande, avec un léger tassement ces derniers temps, mais enfin, l'Italie est toujours très présente aux achats, donc ça devrait pour l'instant se maintenir. Voilà, et puis une courbe sur justement la décapitalisation, parce qu'on en parle beaucoup. Donc on voit bien, là, ce sont les données donc depuis l'année 2000. Donc on voit bien quand même que depuis 2016, on a vraiment une accélération de la décapitalisation en Saône-et-Loire. Depuis 2016, on a perdu à peu près 70 000 bovins, donc c'est-à-dire moins 11% du cheptel allaitant depuis 2016. On perd en moyenne 10 000 animaux par an. Donc voilà, et dire que le fait que les cours soient hauts, ça pénalise encore un peu plus l'installation parce que les installations hors cadre familial sont carrément stoppées puisque ça fait un rachat, enfin le prix des animaux est trop élevé pour pouvoir, vu la rentabilité, pour pouvoir s'installer, alors que les installations dans le cadre familial, il peut y avoir quelques arrangements. Après, je passe aux ovins. Je sais pas, j'ai l'habitude d'aller vite, alors je me dépêche. Donc les ovins, voilà, j'ai tenu à mettre quand même 2 diapos pour les ovins parce que je voulais quand même dire un mot des épisodes de prédation, puisque quand même pour les ovins, maintenant depuis 2019, tous les ans on a des attaques de loups. Et je pense que ça, pour le moral des éleveurs, c'est quand même, en plus de la sécheresse, et malgré les bons cours, voilà, ils sont très touchés par ces attaques. Cette année encore, en juillet, on a eu quand même 8 élevages qui ont été touchés par des attaques de loups, avec quand même une 60aine d'animaux qui ont été tués, une 30aine blessés. C'est le même secteur qui avait déjà été touché en 2020. Donc voilà, ça fait en plus une répétition. Et puis donc il y a ça qui pèse sur le moral des éleveurs. Et puis comme pour les autres productions, les prix des aliments sont très élevés. Il n'y a plus beaucoup d'herbes dans les prés. Donc en conséquence, on a des agneaux d'herbe qui sont parfois pas tout à fait finis, puisque voilà, donc de moins de qualité et donc qui profitent moins de la hausse des cours. Toutefois, on a diapo suivante. Là aussi, on a quand même des cours qui sont particulièrement élevés. Franck, tu mets la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc ça, c'est les chiffres de Terre d'Auvin, la coopérative qui est basée en Saône-et-Loire. Et on voit bien quand même qu'on a un niveau de prix inédit en agneau et assez, avec des niveaux records. On est autour de 7,50 €, 7,60 € du kilo de carcasse. Voilà, et je terminerai par les bovins laits.
Donc les bovins laits, j'ai résumé le lait denrée rare. Voilà. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres notes de conjoncture que j'ai pu faire il y a quelques années, on a quand même complètement changé de contexte. Donc sur le lait, bon, au niveau des stocks fourragers, ça va à peu près, parce que comme je l'ai dit, les stocks ont été remis à niveau en 2021. Finalement, il y a eu une récolte d'herbes en début de printemps assez satisfaisante, bon, un peu juste en volume, mais par contre de très bonne qualité. La récolte d'ensilage de maïs a été quand même correcte sur le bassin laitier, qui est essentiellement la Bresse, parce que donc en Bresse, on a des sols profonds, et puis on l'a vu, on a eu les pluies là, de la dernière décade de juin. Donc, les ensilages maïs ont été réalisés tôt. Bon, parfois, ils étaient un peu secs, mais globalement, il y a quand même des bons rendements de matière sèche. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'affouragement, ça va. Bon, c'est sûr que les bêtes, depuis le mois de juillet, elles ont des rations hivernales, hein, malgré tout. Et donc, après, on passe à la diapo suivante. Donc, dire quand même que la collecte en Saône-et-Loire, elle est plutôt en baisse. Enfin, l'année dernière, on a eu une collecte en forte baisse, à moins 4% par rapport à l'année précédente. On avait eu un bon redémarrage sur le premier trimestre 2022. Et puis, bon, bah, après, avec la sécheresse, ça s'est un peu calmé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un prix du lait qui est aussi en forte hausse. Et donc, on a une prévision d'atterrissage pour fin 2022 en Saône-et-Loire entre 430 et 460 euros les 1000 litres. Et par contre, la crainte, c'est qu'on a à peu près la même hausse. Voilà, les techniciens de la Chambre d'agriculture, Laurent Lefebvre, a calculé que sur un an, la hausse du coût de revient pour les élevages en Saône-et-Loire avait été à peu près de 70 euros. Donc, en gros, la hausse est absorbée par l'évolution des charges. Donc c'est vrai que l'année dernière, les résultats n'étaient pas mauvais quand même en exploitation laitière, mais en gros, le gain de l'augmentation du prix du lait ne permettra pas d'augmenter beaucoup les revenus. Donc là, je vous ai mis après la courbe de l'IPAMPA lait. Donc on voit bien que l'IPAMPA a atteint un niveau record en 2022. En gros, il est vraiment boosté par le prix de l'énergie et le prix des engrais. Voilà, l'alimentation, ça vient après, mais c'est... Bon, je pense que Thierry Pouche de la PCA reviendra largement là-dessus après. Donc, je ne m'étends pas plus longtemps. Ensuite, pour ce qui se concerne les livraisons de lait, donc là, bon, c'est le graphe régional, Franck, de livraison de lait. Donc, on voit bien, bon, alors c'est régional, hein, c'est BFC, donc on sait qu'en BFC, on a aussi le comté. Le lait à compter, mais malgré tout, même en côté est de la région, la sécheresse a quand même beaucoup diminué les livraisons. Donc on voit bien que depuis septembre 2021, on est toujours avec des livraisons en moyenne inférieures aux livraisons triennales. Et il y a une autre explication en Saône-et-Loire, c'est que bon, il y a la conjoncture, il y a la sécheresse. Et puis, je dis en Saône-et-Loire, mais c'est vrai pour tous les départements lait de plaine, donc Côte d'Or et Haute-Saône. C'est que les élevages, il y a eu quand même beaucoup de cessation d'activité. Et les élevages encore en place, donc 250 en Saône-et-Loire, ils sont saturés. Donc, ils ne peuvent plus produire plus. Donc, comme on a quand même une perte du nombre d'élevages, forcément, ça se ressent sur la collecte en Saône-et-Loire. Et je termine sur les prix, donc les courbes de prix. Donc là, on a à la fois le lait AOP et le lait conventionnel. Donc on voit que dans les deux cas, ça augmente. Donc en Saône-et-Loire, on a essentiellement du lait dit conventionnel, mais on a quand même un petit quart de lait qui est AOP, puisqu'on a crème et beurre de Bresse. On a aussi un peu d'élevage qui produisent pour le comté. Donc en Saône-et-Loire, on a quand même un prix qui est plutôt légèrement supérieur au prix du lait conventionnel de la courbe. Voilà, et puis je terminerai donc sur une dernière diapo, oui, presque. Voilà, c'est ce que je disais en introduction, le lait denrée rare, parce qu'aujourd'hui, la balle a changé de camp. Jusqu'en 2020, on avait des excédents en Saône-et-Loire. Je me souviens qu'on en a discuté en session avec des producteurs qui ne trouvaient plus d'entreprise pour collecter leur lait, etc. Et là, les éleveurs présents dans la salle pourront peut-être en témoigner, mais la situation s'est complètement retournée, puisque maintenant, par exemple, Danone cherche désespérément des producteurs.
On constate qu'il y a une poursuite de cessation d'activité, des cessations d'activité des départs en retraite. Donc les élevages sont saturés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, pour l'élevage laitier, c'est toujours le problème de la vivabilité de l'élevage laitier, avec toujours cette astreinte de la traite 2 fois par jour. Et donc on voit bien que, notamment en Saône-et-Loire, en 2021, on a eu quand même une vingtaine de robots de traite qui ont été installés. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 40 robots de traite pour 250 élevages. Donc voilà, cet aspect, même si les éleveurs laitiers, pour certains, gagnent très bien leur vie, il y a cet aspect de vivabilité de la production laitière qui pèse sur le renouvellement des exploitations. Et juste pour vous signaler qu'on a l'IGP Cancoyote qui a été reconnu en mai 2022 et qu'en Saône-et-Loire, c'est le même secteur que Crème et Beurre de Brest. Donc on a une vingtaine d'éleveurs concernés dans la région. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous préciser que je vous ai quand même remis à la fin de la note, je vous ai mis une diapo issue de l'Observatoire prospectif de l'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté, dont on a présenté les résultats à Dijon en juin 2021. Donc c'est la diapo suivante, voilà. Et donc vous pourrez regarder par rapport à tout ce que je vous ai dit. Là, on a une vision plus sur la durée avec l'évolution du résultat courant par UTAF depuis 10 ans. Donc on voit, selon les exploitations, par exemple bovin allaitant, c'est relativement stable, on va dire. Et alors que des exploitations comme les grandes cultures, c'est quand même très irrégulier. Et puis la vitie, ça augmente tout le temps, jusqu'à maintenant, depuis 2012. Voilà, j'en ai fini. Alors ce que je vous propose, c'est éventuellement, si certains, on peut peut-être prendre un instant pour échanger sur la conjoncture. Oui, c'est le principe. S'il y a des questions, des remarques, des ajouts, puis après on fera une deuxième partie, après la partie plus européenne, Ukraine, enfin voilà. Donc s'il y a des remarques, Louis, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Je vais y aller. Oui, merci. Je vais quand même vous parler un petit peu d'aviculture. On n'est que la deuxième production de viande de Bourgogne, mais ce n'est pas grave. Simplement, on a nous aussi quand même des grosses inquiétudes avec des coûts de production, que ce soit aliments, énergie et le coût salarial qui, comme les autres productions, flambent. On a aussi des inquiétudes sanitaires. 2 cas d'influenza trouvés dans l'Ain, c'est quand même à côté. Et en plus, cette année, c'est au mois d'août, donc c'est encore plus tôt que les autres années. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette fois-ci, c'est sur la faune sauvage locale. Jusque-là, on avait ces problèmes-là au moment des migrations. Maintenant, ce qui veut dire, c'est que la maladie est aussi installée chez nos oiseaux à nous. Donc, c'est d'autant plus inquiétant. Ensuite, on a aussi, sur l'année 2022, l'augmentation des importations, qui est quand même très, très importante. On était jusque-là, on tablait autour de 45%. Et d'après les derniers chiffres qu'on m'a donnés, moi, il y a une dizaine de jours, on devra arriver autour de 50% cette fin d'année. 50% de poulets consommés en France sont importés. Il y a quand même des questions à se poser. Et en même temps, on a quand même des grosses difficultés pour pouvoir construire des bâtiments. Maintenant, à partir du 1er janvier 2023, le PCAE est géré par la région. Et pour des raisons, je dirais, idéologiques, ils n'avaient plus envie de financer ce qu'on appelle les bâtiments de production commune, dits standards. Parce que ça ne correspondait pas à leur vision de l'élevage et de la nourriture et tout ce qui s'ensuit. 80% des poulets consommés en Bourgogne et en Saône-et-Loire, c'est du standard. On avance sur les négociations, ce n'est pas encore vraiment fini, mais bon, c'est quand même inquiétant sur l'avenir.
On a aussi en même temps des difficultés. On a eu des difficultés d'approvisionnement, que ce soit en poussin et en caneton, vu la problématique influenza qu'on a eue dans l'ouest de la France, qui fait qu'en effet, il y a en gros un quart de la production qui a disparu pendant plusieurs mois, et dont des couvoirs qui nous fournissaient les poussins ou les canetons. Donc ça, c'est quand même. Et ce qui en découle derrière, c'est entre autres. Alors les canetons, je ne sais pas, M. Morel en parlera, mais pour ce qui est des poussins, on a de gros problèmes maintenant de qualité de poussins. Parce que parfois il y en a moins, donc on met tout, on trie moins. Et ce qui fait que c'est l'éleveur qui se retrouve après, lui, avec des animaux qui profitent moins bien, qui ont des problèmes. Et ce qui fait que derrière, la rentabilité, c'est bon. Ça se coûte quand même. Ensuite, on a aussi, alors, nous, c'est pas le loup pour l'instant, mais par contre, on a un problème récurrent, c'est avec le renard et les buses. Le renard, jusque-là, les chasseurs ont encore le droit de s'en occuper. J'espère que ça durera. Les buses, par contre, sont des animaux protégés. À force de les protéger, quand on voit le nombre qu'on a maintenant sur nos parcelles, oui, ça devient un vrai problème. Et là aussi, ça serait peut-être bien qu'on revoie un petit peu. Moi, je veux bien qu'on protège les animaux, mais il faut aussi qu'on protège les éleveurs. On voit le nombre d'exploitations qui diminue fortement. Je vous garantis que ça n'encourage pas à continuer quand on voit que le travail que l'on fait est détruit par des animaux, parce qu'il faut bien mieux protéger les animaux que les exploitants. Voilà, et puis je vais passer la parole à M. Morel, parce que je pense qu'il a des compléments à donner sur la partie aval. Oui, bonjour à tous. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que Louis a dit. Simplement, je confirme l'augmentation très forte des importations de volailles. Donc, ça pose la question de la souveraineté alimentaire sur la partie volaille. Le coût de construction des bâtiments qui devient prohibitif aujourd'hui. Nous, on a quand même une grosse contractualisation avec nos éleveurs par rapport aux coûts alimentaires. Donc, on suit ça de très très près. Et aujourd'hui, c'est complètement impossible de construire des nouveaux bâtiments. Et pour finir cette année, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé en Vendée avec la destruction des couvoirs, on va perdre 50% de notre production de canards sur la région, alors qu'on avait monté de 50% dans les 10 dernières années. Voilà. Donc c'est une situation assez difficile. Et la difficulté, c'est qu'on voit effectivement des fortes augmentations de poulets ukrainiens, très très fortement subventionnés, qui arrivent sur la France. Et plus de 50% effectivement des volailles sont importées aujourd'hui en France. Merci. Votre remarque, Laurent? Oui, bonjour à tous. Un petit point sur le maraîchage, tout de même si ce n'est pas des grosses surfaces. Donc un petit point que j'ai réalisé d'après mon ressenti et puis les dires de notre nouvelle technicienne maraîchage, Julie, qui est arrivée il y a 1 an. Voilà, donc les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Hein. À choisir entre inondation en 2021 ou grêle et sécheresse en 2022, je ne sais pas. Si ce n'est que le résultat est le même, usant physiquement, moralement pour le maraîcher, et des rendements en berne. Alors, l'irrigation est encore, cette année, le facteur déterminant de la réussite du légume, du maraîchage en général. Contrairement à ce qu'on a pu voir ou entendre dans certains reportages à la télé cet été, sur des chaînes publiques à grandeur d'écoute, l'irrigation nous a permis de tenir les légumes aux heures les plus chaudes et de terminer les cycles pour la plupart d'entre eux. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que nous avions noté plutôt une bonne adaptation du nouvel arrêté sécheresse par rapport à toutes ces cultures sensibles, maraîchage, maïs semences. Malgré la crise de cet été au niveau de l'eau sur les bassins, la plupart des bassins versants, nous avons pu continuer d'arroser chaque nuit. Alors c'est un soulagement pour les irrigants
par rapport aux années passées où il fallait demander des dérogations. Il y a encore quelques petits ajustements à faire sur les horaires d'irrigation. Mais on peut tout de même saluer le travail qui a été fait avec l'administration pour construire cet arrêté, qui est, vu l'année, que ce soit au niveau maïs semences, au niveau légumes, ça s'est quand même plutôt bien passé. Simplement concernant les récoltes, les pertes de rendement sont importantes, non quantifiées à l'heure actuelle, mais pour exemple, pour la pomme de terre, on note la pire récolte jamais enregistrée en France. Il faut s'attendre à des manques, on ne va même pas remplir les stockages pour tout ce qui est légumes racines, enfin légumes de stockage. Ça va être compliqué au printemps prochain. Surtout le souci de l'année, c'est le blocage des plantes par les fortes chaleurs. Ça a engendré une arrivée à maturation en même temps, donc en décalage avec le planning de plantation, et de par ce fait avec la vente. Donc on a eu beaucoup de gâchis pour tout ce qui est légumes non stockés. Je voulais noter aussi que le panier moyen légumes des Français, il est en chute depuis les derniers 10 mois, une chute de 10 à 30% des ventes. L'essor fulgurant de la bio et du local pendant la crise sanitaire n'a pas perduré. Et le légume est souvent la variable d'ajustement de la perte du pouvoir d'achat en fin de mois. Enfin, j'attire votre attention sur une petite bombe à retardement qui est l'augmentation du coût de l'énergie en 2022 et qui va s'amplifier en 2023, notamment pour tous ceux qui ont des tarifs non réglementés. Ça touche essentiellement le transport, l'irrigation et tous les stockages frigo. Donc impacte directement les charges des producteurs. Voilà. Merci Laurent. Cécile, on a la parole. Bonjour, Cécile Jacob. Je vais vous parler, moi, de la filière caprine, qui est très bien représentée en Saône-et-Loire, car nous sommes l'un des premiers départements producteurs fermiers, avec un certain nombre de producteurs. Donc je vais vous mettre plutôt les points positifs. C'est que cette année, en tout cas, il y a eu une création d'un poste de technicien caprin, qui est malgré tout financé en grande partie par des fonds propres des AOP Mâconnais et Charolais. Et il y a eu la création d'un GI2E qui s'interroge essentiellement sur les impacts environnementaux et les investissements à faire liés à notre production. Concernant les points négatifs de cette année, je vais mettre évidemment tous les points qui ont été abordés par mes collègues et consoeurs, entre autres sur des problèmes liés à la valorisation de nos produits, étant donné que nos coûts de production ont nettement augmenté, concernant évidemment l'énergie ainsi que l'alimentation. Et j'enlève les petits détails de l'essence, etc. Donc on a une diminution de notre marge, étant donné que nous n'avons pratiqué quasiment tous qu'une seule augmentation, alors que la grande distribution, elle, a augmenté ses produits 2 fois dans l'année. Je pense que ça, il va falloir sérieusement qu'on mette quelque chose en place par rapport à l'évolution de nos prix et l'évolution des charges. Ensuite, évidemment, nous avons été impactés par la grêle et les sécheresses, avec une production de foin vraiment minime et des conséquences, en tout cas dans le Charolais, très, très fortes liées à cette grêle. Ensuite, je voudrais évidemment aborder également le point de la valorisation de la viande de chevreau, qui est pour nous catastrophique, étant donné que c'est quand même une production qui est en rapport avec la production de lait. On doit faire naître des chevreaux pour pouvoir produire du lait. Et en Saône-et-Loire, nous sommes quand même un certain nombre de producteurs et nous avons énormément de difficultés à abattre nos chevreaux. Alors qu'il y a une réelle volonté de valoriser cette viande, c'est-à-dire de l'élever à la ferme, de pouvoir la mettre en avant au niveau des distributions locales, dans des grandes surfaces ou de la vente en direct.
Malgré tout, il n'y a qu'un seul abattoir maintenant qui puisse nous offrir cette prestation, qui se trouve à Autun. Je ne vous fais pas un dessin, mais Autun, c'est vrai que c'est assez central au niveau de la région. Mais par rapport à des producteurs qui sont situés par exemple dans le Charolais, à 1 heure de route avec des animaux qui doivent être mis non plus dans des cages. Donc voilà, pour la faire rapide, c'est des conditions de transport assez complexes. Donc pour nous qui ne sont pas possibles, nous sommes obligés d'aller dans un abattoir ailleurs. Et en plus une prestation qui n'est pas tout à fait adaptée à nos conditions, des tarifs qui sont beaucoup trop élevés, en tout cas en Saône-et-Loire. C'est pour ça qu'on a dû aller dans un autre département. On essaye de faire évoluer la chose, mais on nous répond sans cesse que les investissements sont beaucoup trop importants par rapport à l'impact que pourrait avoir cette production. Donc voilà où nous en sommes. Il n'y a pour l'instant pas trop d'évolution, mais une réelle volonté de la profession de vouloir revaloriser cette viande, de la remettre en avant au niveau de la distribution, que les gens consomment plus de cabris fermiers et faire la promotion de cette viande telle qu'il est, qui est très bonne pour la santé, je tiens à vous le dire, et qui est aussi gustativement en parlant délicieuse. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile, Bernard. Puis après on passe à la deuxième partie. Oui, très rapidement pour la production équine, et Claire complétera si j'ai oublié un certain nombre d'éléments. Très rapidement, pour vous rappeler que la filière équine dans le département, en nombre d'entreprises, d'actifs, est tout à fait comparable à la production ovine et la production laitière. Je dirais qu'il y a l'amont avec les éleveurs et l'aval avec les utilisateurs que sont les centres équestres. On peut dire que la production est très bien orientée au niveau des tarifs, pratiquement dans toutes les races, avec une baisse du nombre des naissances qui commence à se faire sentir sur l'ensemble des productions, avec des cours orientés à la hausse. Alors bon, c'est difficile de donner des pourcentages ou des chiffres, mais toujours est-il que les chevaux qui étaient à vendre au printemps sont aujourd'hui tous vendus, que l'augmentation de la fréquentation des centres équestres est bien orientée elle aussi, avec une augmentation de 15 à 20%, ce qui est substantiel et qui nécessite une cavalerie supplémentaire que les centres équestres ont bien du mal à trouver. Nous avions initié à la Chambre d'agriculture une mise en relation entre les éleveurs et les centres équestres qui devait se dérouler sur le pôle hippique de Cluny. Elle n'a pas eu lieu, faute de chevaux inscrits à la vente. Donc ça donne une image du marché aujourd'hui de l'ensemble de la filière équine, avec peut-être un petit retard pour la filière course qui a été handicapée par le Brexit, mais qui aujourd'hui retrouve un peu de couleur à nouveau. Voilà, donc un marché bien orienté, avec un effectif qui n'est plus suffisant pour satisfaire la demande, notamment des centres équestres. Voilà, très rapidement. Merci Bernard. Enfin, écoutez, à travers ces interventions qui complètent la présentation de Sophie, ça montre aussi la diversité de notre agriculture et quelque part les points communs entre un certain nombre de productions, et entre autres au sujet du positionnement de la production, mais c'est le sujet suivant finalement, du positionnement de la production nationale par rapport à une économie mondialisée avec tous ces soubresauts, on va dire. Voilà. Et puis en même temps, cette problématique des productions qu'on qualifiait de marginales à une époque, mais qui prennent de plus en plus de place sur le département, et de plus en plus d'attentes, et qu'il convient d'accompagner. On travaillait encore sur ce sujet-là il n'y a pas très longtemps avec le conseil départemental, avec Frédéric, sur comment on accompagne ces productions qui aujourd'hui trouvent un intérêt à la fois pour la société et en même temps pour un certain nombre de gens qu'on souhaite accueillir dans notre département. Donc voilà, donc c'est un travail en tout cas large. Voilà, Sophie, sur la suite.
Oui, je voulais juste redire quand même que je suis désolée, je ne peux pas présenter toutes les productions dans la note de conjoncture. Et donc, je remercie pour ceux qui l'ont fait d'avoir complété la note. C'est une question de temps, parce que si je veux dire quelque chose à chaque fois sur les productions, je ne peux pas toutes les passer, je suis désolée. Ceci dit, je voudrais insister sur le fait que dans le document l'Observatoire prospectif de l'agriculture, on a toutes ces productions qui sont bien présentes et que cette année, pour la première fois en 2022, on a même une fiche sur le maraîchage.